Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Ce jour, dans le décryptage de l'actualité, nous parlons du Tchad aujourd'hui. Le Tchad qui a un nouveau gouvernement, le fils du défunt président, le général Mahamat Idriss Déby, qui a pris la tête du conseil militaire de transition après la mort de son père, a présenté dimanche un gouvernement de transition. Au total, 40 ministres et secrétaires d'État ont été nommés et un nouveau ministère de la réconciliation a été créé. On note également l'entrée remarquée de quelques figures de l'opposition. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, s'il faut décrire ce gouvernement, à quoi ressemble-t-il, le nouveau gouvernement tchadien? La première chose, c'est les chiffres. 40 pour une transition, c'est vraiment trop. Ça montre qu'on a songé à donner quelque chose à chacun quelque part pour que les gens puissent être dans le gouvernement. Pour moi, c'est déjà mal parti pour le Tchad quand on est plus dans une logique de partage de portefeuille que de résoudre les problèmes d'un pays qui est dans la difficulté. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que beaucoup d'anciens ministres qui étaient dans le gouvernement précédent se retrouvent dans ce gouvernement, plus d'autres qui avaient également été déjà ministres. De sorte que le MPC, le MPS plutôt, le parti du président défunt Idriss Déby, à la part du lion, aussi bien en termes de nombre qu'en termes de qualité également du portefeuille qu'on a distribué. Il y a quand même 6 partis de l'opposition qui ont accepté de venir participer à ce gouvernement de transition. D'autres partis ont préféré maintenir le refus du Conseil militaire de transition. Comment expliquer cette pléthore, en fait? En fait, c'est toujours comme ça quand on veut satisfaire tout le monde. Puisque, au départ, on a vu les partis politiques sembler former un bloc pour s'opposer d'abord au CMT en tant que conseil militaire, disant qu'ils veulent un civil à la tête du pays. Il y avait même des propositions disant qu'on mette un président de la République civile, un premier ministre qui soit militaire, etc. Les gens étaient même allés dans le sens de faire des combinaisons pour dire voilà à quoi cela doit ressembler. Mais finalement, on se rend compte que beaucoup de personnes qui disaient non au CMT, qui demandaient la dissolution du CMT, leur parti ou ces personnes même se retrouvent dans le gouvernement de transition. Les journalistes n'ont d'ailleurs pas manqué de poser la question à quelqu'un comme Saleh Kedzabo en lui disant « Mais vous avez toujours contesté le CMT et vous avez envoyé 2 membres de votre parti dans le gouvernement. Vous dites quoi du CMT ?» Il a répondu en disant que si on a envoyé des gens dans le gouvernement, c'est parce qu'on a reconnu le CMT. Donc ça veut dire qu'il y a eu des revirements de situation au niveau d'un certain nombre de partis politiques. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu en échange par rapport au CMT? On ne le voit pas parce que le fils du président Déby est le président de la République, il est le chef suprême des armées, il a pratiquement tous les pouvoirs au niveau du CMT et ça fait partie de ce que les partis d'opposition contestaient, mais ceux qui ont rejoint alors que pas grand-chose n'a été changé au niveau de la charte du CMT. Alors on le voit clairement et vous le décrivez également, on a maintenu des anciens à leur poste, la majorité même des membres sont d'anciens ministres de Déby. Pourquoi le Conseil militaire de transition a fait ce choix dans un contexte où les Tchadiens veulent aussi voir du nouveau? En fait, il y a ce dilemme certainement qui est là au Tchad. On veut continuer avec un pays, puisque je ne crois pas que c'est le fils qui va faire de la rupture ou pas tout de suite. Mais on a ce problème de sécurité également qu'il faut gérer. Et je me dis que le fils fait partie de ceux qui sont surpris par la situation actuelle. Et certainement, pour ne pas s'aventurer dans un gouvernement avec des nouvelles têtes, il a préféré s'appuyer sur des gens qui ont déjà l'expérience de ce qu'on leur demande de faire, qui ont déjà travaillé avec son père et qu'on peut considérer comme des alliés sûrs, pour que cette transition ne connaisse pas des couacs qui vont leur rendre encore la tâche beaucoup plus difficile, alors qu'ils ont déjà une tâche difficile parce que la question de la sécurité n'est pas réglée. L'aspiration au changement des populations tchadiennes, aspiration qu'ils ont exprimée à travers les manifestations, cette aspiration est là et ce qu'on voit aujourd'hui comme gouvernement, ce n'est pas encore le changement qui est demandé par les populations tchadiennes. Est-ce qu'au niveau des portefeuilles, il y a du nouveau, j'ai envie de dire, est-ce que les portefeuilles ressemblent aux mêmes portefeuilles qu'il y avait du temps de Déby Père? Pratiquement, c'est à peu près la même chose avec, comme d'habitude, quand on veut servir le plus grand nombre, on va éclater des portefeuilles.
Et quand on regarde de façon générale, vous avez des secrétaires d'État. Bon, le parti de Saleh Kedzabo, par exemple, on leur a donné le ministère de l'élevage. On leur a donné également le secrétariat général adjoint du gouvernement. Parce qu'il y a des ministres et des ministres, des secrétaires d'État. Vous voyez que c'est pratiquement un portefeuille ministériel et l'élevage, je ne dirais pas que ce n'est pas important, mais bon, quand on veut changer le pays, je ne crois pas que c'est par là-bas qu'on va commencer. Vous avez également l'URD qui a 2 portefeuilles, le PID qui était pratiquement la seule femme candidate à ces élections a accepté de rejoindre. Elle a reçu également un portefeuille, celui de l'enseignement supérieur. Il y a le PUR qui a reçu un portefeuille, etc. Mais à part le PLD d'Ahmed Al-Habou qui a reçu le ministère de la Justice, pour les autres, franchement, il faut reconnaître qu'on leur a donné des choses qui ne leur permettront pas de peser sur la transition au Tchad, d'autant qu'on n'a pas dissous le Conseil militaire de transition. Oui. Et très certainement, les véritables décisions vont se prendre au niveau du Conseil militaire de transition, parce que dans la charte, ils ont le pouvoir de nommer, ils ont le pouvoir également de dégommer ces ministres-là. Ce n'est pas le Premier ministre qui va le faire, c'est le Conseil militaire de transition qui va le faire. Est-ce que les militaires sont très représentés dans ce nouveau gouvernement? Oui, ils sont représentés. Le ministre de la Sécurité est un général, le ministre de la Défense est un général. Le ministre de la Sécurité fait même partie des 14 qui sont au niveau du Conseil militaire de transition, ce qui veut dire qu'ils ont également leur place à l'intérieur du gouvernement de transition, sans compter que c'est eux qui chapeautent le gouvernement et en même temps, certains parmi eux se retrouvent encore à l'intérieur du gouvernement en occupant des postes qui ne sont pas des moindres. On voit donc aussi ce très remarqué poste de ministre de la Réconciliation. Oui, il y a ce poste qui est là, qui pourrait être un poste important si véritablement on veut réconcilier les Tchadiens. Celui qui l'occupe est un ancien rebelle. Il a déposé les armes en 2019. Il s'agit de Hacher Ibn Oumar, qui a été très connu à l'époque pour son opposition armée par rapport au pouvoir tchadien. Bon, comme au Tchad, c'est plutôt le règne des anciens rebelles, peut-être que lui, il pourra peut-être amener les rebelles actuels qui n'ont pas déposé les armes à vouloir discuter et éventuellement poser ces armes. Mais pour le moment, dans le discours du gouvernement, dans le discours du CMT, les rebelles ne sont pas associés dans ce dialogue. Parce que bien qu'on parle de dialogue national, bien qu'on parle de dialogue inclusif, on dit en même temps aussi qu'ils ne vont pas dialoguer avec ces hors-la-loi, ces assassins qu'ils disent qu'il faut poursuivre et capturer. C'est l'expression qu'eux-mêmes ont utilisée. Donc il y aura du pain sur la planche parce que ceux de l'opposition qui ont accepté de rentrer dans le gouvernement, je crois que c'est terminé. Et quel dialogue on va faire avec ces gens-là? Le vrai dialogue doit se faire avec ceux qui ne sont pas d'accord. Si on décide tout de suite qu'on ne dialoguera pas avec eux, même si on dit inclusif, on inclut qui finalement? Parce que ceux qui sont déjà là, c'est comme si vous avez déjà dialogué, vous vous êtes entendus au point de vous retrouver ensemble dans le gouvernement. Ce qui reste véritablement, c'est les rebelles qui posent aujourd'hui ce problème de sécurité pour le Tchad. Est-ce que ce gouvernement n'est pas une manière pour le CMT de se légitimer? Mais tout à fait. Ils ont ce besoin de se légitimer, puisque avec la contestation des partis politiques d'abord, la contestation des populations, ils ont senti le besoin de mettre d'autres personnes au devant, qui vont certainement aller au charbon d'un point de vue administratif. Eux, ils seront de loin ceux qui vont décider. Parce que c'est clair que ce n'est pas ce gouvernement qui va prendre des décisions à la place du Conseil militaire de transition, sinon il l'aurait dissous. Le Conseil est toujours en place, il est bel et bien en place, et la charte de la transition lui accorde le véritable pouvoir. Ces gens qui sont là seront plus des exécutants, autre chose. Mais ça permet au CMT de ne pas faire face aux populations sur un certain nombre de questions. Sur la question de l'éducation, ça ne sera pas eux. Sur la question de la justice, ça ne sera pas eux, puisque c'est un ancien opposant qui est là, qui a pris le ministère, etc. Donc, ils peuvent se mettre un peu en retrait, ne pas être directement en face des populations, sauf pour les questions de sécurité et de défense. Et ça, même si c'était un pouvoir civil, c'est quelque chose qui se conçoit, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Quelle est la marge de manœuvre de cette nouvelle équipe? Elle n'est pas importante, puisque théoriquement, le rôle, c'est de faire des réformes, d'aboutir à des élections d'ici 18 mois. Mais il ne faut pas qu'on oublie que dans la charte, il y a cette bizarrerie. La charte a prévu que si au cours de 18 mois, on ne parvient pas à organiser les élections,
qu'on puisse prolonger la transition de 18 autres mois. Et vous voyez que finalement, c'est pratiquement un mandat. Quand on fait 2 fois 18 mois, ça fait pratiquement un mandat dans certains pays où le mandat pour la présidence est de 4 ans. On n'est pas loin d'un mandat en bonne et due forme. Espérons que, à travers leur présence, ils vont pouvoir faire ce travail. Quand on voit quelqu'un comme Saleh Kedzabou qui prend la précaution de ne pas rentrer dans le gouvernement, c'est peut-être quelqu'un qui veut encore se positionner. Puisque généralement, on va dire, après, bon, ceux qui ont géré la transition ne vont pas pouvoir être candidats. Il faut peut-être se positionner et avoir des gens à l'intérieur qui auront l'œil dans ce qui va se faire. Et on pourrait revoir au Tchad ce qu'on a vu dans beaucoup de pays. Au bout de 10 mois, on démissionne parce que les élections s'approchent. On redevient une opposition farouche après avoir composé avec le pouvoir pendant un certain temps. Bon, pour le moment, il y a Succès Masra qui refuse catégoriquement, le leader du parti Les Transformateurs, qui lui dit carrément niet à une collaboration aussi bien avec le gouvernement qu'avec le CMT. Il a son appréciation même en disant que ça n'ira pas loin. Puisque pour lui, on a construit une maison en commençant par le toit. C'est clair que ça ne va pas aller loin. Alors, en dehors peut-être de Succès Masra, qui reste dans une sorte d'opposition farouche au CMT, qui d'autres s'y opposent, puisque pratiquement certains sont allés au gouvernement. Il y a plus grand-chose, puisque même Dilo, on se rappelle, c'est lui, on est allé chez lui pour le capturer, ils n'ont pas pu l'avoir, ils ont tué sa mère, ils ont tué un de ses enfants. Yahya Dilo lui-même a en quelque sorte rejoint, parce qu'il est revenu à N'Djamena. Il a fait une déclaration. Dans sa déclaration, il dit qu'il a pardonné. Il rappelle que Idriss Déby et lui, ce sont des parents. On disait que celui qui a tué Idriss Déby, parmi les hypothèses, c'est son cousin à lui qui l'a tué pour des raisons de vengeance. Il dit non, le nom qu'on donne, il n'a aucun cousin qui a ce nom-là. Et il appelle à l'apaisement, il appelle à la réconciliation. Donc certainement lui, si on l'appelle dans une table pour discuter, pour ramener le Tchad vers le champ d'une réconciliation, ce n'est pas lui qui va refuser. Donc actuellement, pratiquement, c'est les transformateurs que l'on voit aujourd'hui avec une certaine opposition radicale, plus la société civile, puisque la société civile avait œuvré avec les partis d'opposition pour exiger le respect de la Constitution, qu'on ne crée pas une nouvelle voie, pour refuser également le Conseil militaire de transition. Ailleurs, comme au Mali par exemple, il y a la CEDEAO qui avait exigé que la transition ne dépasse pas 18 mois et qui surveille de très près. Est-ce que dans le cas tchadien, il y a une instance sous-régionale ou continentale qui suit de près l'évolution de la chose? Oui, à l'heure où nous parlons, il y a une délégation de l'Union africaine qui est là-bas. Et il y a quelque chose quand même qui est intéressant. La délégation pose le problème que la transmission du pouvoir ne s'est pas faite conformément à ce qui est dit dans la Constitution. Mais pour le moment, le mot qui permet de sanctionner n'a pas été prononcé, le mot de coup d'État. Oui. Jusqu'à présent, on l'évite au niveau de l'Union africaine. Certainement, des discussions qui sortiront de la mission de cette délégation, on saura quelle position l'Union africaine va prendre finalement. Il ne faut pas oublier que le président de la Commission de l'Union africaine est un Tchadien qui doit se trouver actuellement dans une posture extrêmement complexe, surtout quand on sait le poids que Idriss Déby a fait peser pour le faire passer comme président de la Commission de l'Union africaine. Il est dans une posture pas facile du tout. Peut-être que quand ils reviendront avec des assurances données par la Commission, on va trouver un compromis comme ça a été fait au Mali. S'ils reviennent en se rendant compte que les gens ne veulent rien comprendre, peut-être que l'Union africaine va prendre ses responsabilités et envisager des sanctions comme on le fait quand il y a une prise de pouvoir par la force et qu'on n'accepte pas d'écouter les conditions de l'Union africaine. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer un moment de pause et nous allons revenir après pour recevoir l'invité de ce mardi.